Donc, n'hésitez pas à activer votre micro et à m'interpeller si jamais l'écran est figé ou la connexion, je ne sais pas. Des fois, il y a des problèmes avec l'enseignement là, à distance. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Vous avez le chat qui est là, vous pouvez poser des questions. Ouais, comme ça, je vais pouvoir y répondre. Donc, vous faites comme si on était en classe, mais on ne se voit pas. Voilà. Donc, là, il s'agit malheureusement du dernier chapitre que nous allons voir ensemble dans le cours de gestion de projet et qui est la réduction de la durée d'un projet. Donc, auparavant, nous avions vu dans des chapitres la notion de gestion de projet, la notion de projet, comment est-ce qu'on identifie les tâches, comment est-ce qu'on les met en lot de tâches, ensuite comment est-ce qu'on les ordonne, etc. Même jusqu'à la partie où nous avions donc étudié la manière dont on s'y prend pour estimer la durée donc des tâches. Et là, s'agit de la suite logique. Parce que quand on a des projets que l'on déroule, souvent, surtout quand il s'agit d'une commande publique, et même c'est de la nature de l'être humain d'être pressé. Donc, quand vous avez un projet, bon, au départ, on peut négocier pour dire que le projet est à réaliser pendant 3 mois ou 3 ans, etc. Mais malheureusement, à un moment donné, soit on est pressé pour des raisons qui peuvent être liées à la compétitivité ou bien, bon, on veut obtenir le produit plus rapidement. Et là, on demande à ce que l'on réduise les délais. C'est par exemple ce qui est arrivé dans les projets du PSE, je pense, Plan Sénégal émergent, où à un moment donné, on a décidé qu'on allait faire du fast tracking. Parce qu'on a voulu réceptionner tout en même temps. Mais on va voir que aussi bien le crashing que le fast tracking qui sont utilisés comme moyen pour euh, permettre de résoudre la durée donc de réalisation d'un projet présente il faut certains préalables. Et si ces préalables-là ne sont pas remplis, malheureusement, vous vous retrouvez avec un arrêt de l'ensemble des projets. Par exemple, bon, c'est peut-être ce qui arrive actuellement au niveau du plan Sénégal émergent, comme vous pouvez le constater, où presque tous les chantiers sont à l'arrêt. Et c'est ce qui demande là. Oui, c'est vrai que puisque j'ai créé la réunion, je suis le seul à pouvoir accepter leur participation. Ok, d'accord. Donc, je vais continuer. Voilà. Donc, dans ce chapitre, nous allons donc traiter de la réduction de la durée donc d'un projet. Donc, la durée d'un projet donc correspond au chemin critique. Quelle est la durée donc qui est au niveau des différentes tâches du chemin critique comme nous l'avons vu. Voilà, donc dans cette partie, nous allons donc parler de la révision donc du plan. Nous allons parler donc de crashing, de fast tracking et peut-être aussi des modes donc d'une tâche. Donc là, le premier aspect qu'il faut comprendre ici, c'est que bon, comme nous l'avons vu précédemment, quand vous faites une planification initiale du projet, il y a une liste d'activités, bien sûr, que vous décrivez donc à l'aide du work breakdown structure que nous avons vu. Vous devez aussi estimer la durée des tâches, soit donc vous avez une bonne expérience ou bien ces tâches ont été déjà réalisées au niveau de l'entreprise. Après, on a une idée de combien de jours ou même au niveau économique, qu'est-ce qu'il faut pour les réaliser. Ensuite, quand on va les réaliser, on va réajuster la planification en conséquence. Il y a aussi des relations de préséance entre les tâches. Par exemple, dans le monde du codage, nous l'avons vu, et on ne peut pas tester le code sans pour autant l'écrire, etc. Ensuite, vous avez des diagrammes qui sont à établir. Nous en avons vu plusieurs. Ensuite, vous avez la méthode du chemin critique et la simulation pour avoir la durée de vie optimale du projet. Et la durée aussi peut être peu satisfaisante. Souvent, quand il s'agit d'une commande politique, bon, on a commandé un logiciel ou, je ne sais pas, une infrastructure qui est à réaliser. Malheureusement, les élections sont dans 6 mois ou autre. Et l'on veut, par exemple, que cette réalisation s'achève avant donc les échéances pour pouvoir les présenter comme bilan. Et ce n'est pas uniquement au niveau politique global au niveau de l'État, mais même localement, dans une mairie ou bien dans une entreprise où il y a un bilan à faire. Et là, on a besoin d'intégrer, par exemple, ce soft ou la réalisation, je ne sais pas, de quelque chose qui peut dépendre d'un réseau, donc selon un délai déterminé. Ou bien aussi en termes de compétitivité, comme je vous le disais en lançant le cours, vous êtes en train de travailler sur une solution en interne et il y a une entreprise concurrente qui est sur le point de sortir une version concurrente. Donc, vous avez intérêt à compresser les délais
Donc, afin de pouvoir voilà, être compétitif en même temps, par exemple. Ou bien que le client qui désire que le projet soit complété plus tôt, voilà, ou bien que le projet est en cours et malheureusement il est en retard. On avait prévu de réaliser le projet en 6 mois, malheureusement on a débordé sur 7 8 mois. Là, il est temps de voir comment compresser les délais. Donc, c'est dans ce genre de situation que donc, cette révision de plan s'impose. Et quand la révision de plan s'impose, bon, il y a plusieurs options qui s'offrent. Donc, soit vous pouvez entrevoir l'idée de changer les spécifications, ou peut-être vous allez faire moins que l'ambition qui était donc déclinée par le projet, et peut-être que vous arriverez à réduire les délais, donc les spécifications de départ. Donc, quand on parle de spécifications, rappelez-vous, ce sont les besoins qui sont exprimés, ainsi que les contraintes au départ du projet dans le cahier de charge. Et vous pouvez revoir les ambitions qui sont là-bas, et peut-être pour gagner du temps. Il est aussi possible de découper le projet en plusieurs phases. Et là, bon, on va dire que bon, juste on va réaliser la première phase et que dans la première phase, voici ce qu'on cherche à atteindre. Là aussi, c'est un moins. Ou bien aussi, vous avez la troisième option qui s'offre à vous, c'est de réduire la durée de certaines tâches. Et pour cela, on peut utiliser le crashing, c'est donc qui, nous allons voir tout à l'heure, qui permet donc de réduire de voir, parce que pour chaque tâche, il y a, bon, naturellement ou logiquement, euh, un certain nombre de jours ou de mois ou une période donnée sur laquelle la tâche elle est peut-être réduite. Par exemple, on vous a chargé de travailler sur le déploiement d'un réseau. Bon, c'est une tâche peut-être globale. Vous avez dit qu'il vous faut une semaine, mais à un moment donné, on se rend compte que, voilà, on ne peut pas attendre une semaine. Dans ce cas, il faut réviser et voir que, bon, par exemple, c'est sûr que vous ne pouvez pas mettre en place un nouveau réseau, les câblages et tout en une heure. C'est pas possible. Donc, il y a une durée raisonnable suivant laquelle on peut réduire euh, la durée de la tâche sans pour autant déborder donc sur les délais. Et ça, dans toutes les tâches, il y a quelle que soit la rapidité que l'on a au niveau de la réalisation de la tâche, il y a des durées qui sont raisonnables quand même de réduction. Et ça, nous allons le voir dans le crash. Bon, cela se détermine et cela se négocie aussi. Donc, vous pouvez aussi permettre des chevauchements. C'est ce qu'on appelle le fast tracking. Voilà, le fast tracking où là, au lieu d'avoir les relations de précédence, par exemple, normalement, comme nous l'avons vu, il y a des tâches. La tâche A qui ne débute que quand la tâche C est terminée. Là, c'est juste revoir les relations de précédence pour voir quelles sont les tâches qui peuvent démarrer en même temps. Et c'est ce qu'on appelle simplement le fast tracking. Ensuite, nous allons voir aussi, donc en détail. Vous pouvez aussi détailler les tâches avec plus de précision. Et ensuite, il faut aussi penser à une autre façon de faire ces tâches. Donc, peut-être qu'il y a d'autres manières de réaliser ces tâches qui peut-être vont prendre moins de temps. Donc, tout cela, ce sont des options qui peuvent être prises en compte. Donc, voilà, ou des paramètres dans la révision du plan. Mais en gestion de projet, ce sont des choses qui arrivent. À un moment donné, donc, c'est le client qui est trop pressé, ou bien, bon, on a suffisamment débordé. Bon, il faut penser à réduire les délais pour terminer rapidement le projet, où il y a une commande officielle ou politique, et cela impose que l'on révise le plan pour terminer plus tôt la réalisation de ce projet. Donc, comme nous l'avons vu ici, il y a une méthodologie qui est utilisée fréquemment en gestion de projet pour réduire la durée de réalisation d'un projet. C'est ce qu'on appelle le crashing. Donc, le crashing, c'est la compression des délais. Voilà. On avait au départ un délai de réalisation d'une semaine. On va essayer de compresser 7 jours pour soit aller vers une réalisation à 6, à 5, 4, 3, ou ça dépend, 2, ou une journée. Ça dépend donc des logiques de réalisation de la tâche. Donc, c'est une technique qui est utilisée pour réduire la durée de l'échéancier, donc, mais aussi pour un coût minimum, parce que à, chaque jour de réduction de la durée du projet a un coût. Voilà. C'est comme si le projet devait être réalisé en 7 jours. Mais vous négociez pour dire que je peux le faire en 5 jours. Mais il me faut une personne en plus. Mais naturellement, cette personne devra être payée voilà, pour que cette réduction se fasse. C'est ce qu'on appelle les coûts de réduction que nous allons voir sur chaque période aussi.
Donc, parmi les exemples de compression de délai sur les activités, nous pouvons citer l'approbation d'heures complémentaires, par exemple. Voilà. C'est le cas dans beaucoup d'entreprises où nous avons des heures complémentaires ou des heures supplémentaires. Normalement, on travaille du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures et le samedi peut-être le matin. Et là, on vous permet par exemple de travailler les samedis soirs en plus pour atteindre donc, pour réduire la durée de vie ou bien pour atteindre plus rapidement les objectifs. Ou bien, bon, on vous permet, au lieu de descendre à 18 heures, d'aller jusqu'à 19 heures ou 20 heures. Et là, vous avez 2 heures d'heures complémentaires ou supplémentaires par jour, etc. Et ça, vous le retrouvez dans toutes les entreprises. Bon, l'autre alternative serait simplement de prendre une personne qui travaille et qui va combler le gap de ses heures. Mais bon, il est plus facile de payer des heures complémentaires que de recruter quelqu'un pour un nouveau salaire. Et la compression des délais aussi, il faut le savoir, ne donne de résultats que si vous avez des activités du chemin critique pour lesquelles des ressources supplémentaires permettent de réduire leur durée de vie. Et faites attention, surtout quand il s'agit d'un travail intellectuel. Rajouter des personnes en plus ne veut pas forcément dire que vous allez pouvoir atteindre les objectifs plus rapidement. Voilà. Des fois, cela peut même vous ralentir. Donc, il y a maintenant des tâches pour lesquelles, comme par exemple, bon, quand il faut creuser un trou ici, quelque part, certainement, si vous êtes deux, vous serez plus rapide, trois, vous serez plus rapide, ou quatre. Donc, ça dépend. Mais il y a des tâches. Quand les tâches sur le chemin, il faut, avant d'utiliser le crashing, regarder est-ce que les tâches qui sont sur le chemin critique, est-ce que pour ces tâches-là, quand vous rajoutez des ressources, cela va permettre donc de réduire la durée de ces tâches. Sinon, ce n'est pas la peine. Le crashing ne vous servira absolument à rien. Et la compression des délais aussi n'offre aussi pas toujours de solution qui est jugée viable. Et cela peut entraîner une augmentation des risques et des coûts. Par exemple, Monsieur, oui, oui, allez-y. le cours, Hmm? mais est-ce que vous pouvez enregistrer le cours? Oui, je suis en train de l'enregistrer. Ah, d'accord, parce qu'il y a des étudiants qui ont suivi une couture de courant, quoi. D'accord, oui, je suis en train de l'enregistrer. Après, je pourrais vous le donner ou le mettre sur YouTube. Inch'Allah. D'accord, il n'y Ok, a pas de problème, Inch'Allah. Ok, merci. ok, je vous en prie. Donc, le terme crashing, donc comme nous l'avons vu, consiste à réduire la durée d'une tâche, mais en ajoutant des travailleurs. Et cela induit forcément une augmentation du coût. Voilà. Donc là, on réduit, on va essayer de réduire la durée d'exécution de la tâche, mais en rajoutant des travailleurs. Et quand vous rajoutez des travailleurs, bon, vous rajoutez donc le nombre de personnes qui sont utilisées dans le projet, forcément, vous augmentez donc les coûts du projet. Donc, soit souvent on embauche des travailleurs temporairement. Voilà. Donc, cela consiste à employer donc des travailleurs en plus. Ou bien l'autre alternative, bon, au lieu d'employer quelqu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on joue sur les heures supplémentaires ou les heures complémentaires. Voilà. Normalement, vous devriez travailler 7 heures par jour. Bon, on rajoute 1 heure ou 2 heures complémentaires. Comme ça, au lieu de descendre à 18 heures, vous descendez à 20 heures, etc. Donc, une façon simple de modéliser le crashing, c'est de supposer, par exemple, que pour une tâche donnée, le coût de réduction est proportionnel à la soustraction donc d'un certain nombre de journées. Voilà. Donc, on regarde pour chaque jour quel est le coût de réduction pour chaque jour. Par exemple, si vous avez une tâche qui devrait vous prendre 15 jours, vous souhaitez le réduire à 10 jours, mais pour cela, on va calculer pour dire que, bon, pour la réduction sur 5 jours, va nous coûter 50 dollars. Et ces 50 dollars-là reviennent à un coût de 10 dollars, par exemple, par jour. C'est ce qu'on appelle le coût de réduction par période. Ou bien vous pouvez aussi avoir le coût de réduction global. Et ça, bon, il faut le calculer. Par exemple, si vous devez engager un nouveau développeur, pour combien de temps? Combien est-ce qu'on paye par heure à un développeur? Vous faites la multiplication, vous obtenez le tout. Si c'est par mois aussi, vous avez le salaire qu'il faut payer. Donc, avec ce modèle, il y a des hypothèses que nous pouvons faire. C'est que chaque tâche a une durée prévue. Et nous l'avons vu dans le dernier chapitre. Donc, c'est calculé donc par cette formule et
qui est donné, donc Moder et Rogers, donc que nous avons déjà vu avec la durée espérée, etc. Donc, une limite sur la réduction en période, en nombre de périodes aussi possible. Donc, pour chaque tâche, il y a une durée prévue. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ou bien vous faites une estimation selon donc les durées optimistes, les durées probables, etc. que nous avons vu dans le dernier chapitre. Si vous voulez aussi utiliser le crashing, il vous faut aussi, dès le départ, identifier les tâches et dire pour chaque tâche, est-ce qu'on peut le réduire? Si on peut le réduire, en combien de périodes on peut le réduire? Par exemple, la tâche A est là. La tâche A est réductible. On devait durer 1 semaine, mais on peut le réduire. Mais de combien de jours? Il faut le dire. Et là, ça va permettre une troisième hypothèse qui sera posée quand vous allez estimer quel sera le coût pour chaque période de réduction, donc de renseigner le tableau. C'est ce genre de tableau donc, qui est décrit là-bas. Donc, il faut identifier bien sûr les tâches, les relations de précédence, quelle est la durée prévue pour chaque tâche. Voilà. Maintenant, pour chaque tâche aussi, vous spécifiez quel est le coût qui est prévu pour la tâche. La tâche va durer 100 mégas euros, 120 mégas euros, 120 mégas CFA, etc. Par exemple, là, suivant la tâche A devrait durer 5 jours ou 5 mois ou 5 ans, la période, 5 périodes. Mais, par exemple, dire qu'elle peut être réduite de 3 périodes. Maintenant, quel est le coût de réduction donc, de ces 3 périodes? Par exemple, dire que le coût réduit sera de 160 000 CFA ou 160 millions, etc. Donc, ce sont les 3 hypothèses. Donc, si vous voulez faire du crashing, vous devrez bien sûr identifier vos tâches ainsi que les relations de précédence, la durée d'exécution de chaque tâche. Mais pour chaque tâche, vous devrez avoir en vue la durée, le coût qui était prévu, bon, même si ce n'est pas important. Mais ensuite, il faut dire pour chaque tâche en combien de jours on peut réduire la durée d'exécution de la tâche. Voilà. Quelle est la durée réduite? Ensuite, dire aussi quel sera le coût de la réduction donc, de la tâche. Voilà. Donc, pour calculer la réduction maximale en nombre de périodes, on fait simplement la différence entre la durée prévue et la durée réduite. Et là, ça va vous dire, par exemple ici, normalement, on devait le réaliser en 5 jours ou 5 mois, mais on peut le réaliser en 3 mois ou 5 ou 3 jours. Donc, ce qui veut dire que le nombre de périodes de réduction est de 2 jours. Pour la tâche B, 6 jours pour la réalisation de B, mais on peut finalement le faire en 3 jours. Donc, le nombre de périodes de réduction est de 3, 6 moins 3. Donc, toujours la durée prévue moins la durée réduite. Et pour calculer le coût de réduction par jour, bon, et là c'est naturel, il faut simplement faire la différence entre la durée prévue, le coût prévu au départ, moins le coût réduit plutôt, moins le coût prévu, parce que le coût réduit va être plus cher, puisque la réduction consiste à rajouter des ressources en plus ou bien un travail supplémentaire en plus. Donc, cela donc concourt à donc augmenter le coût prévu. Donc, coût réduit moins le coût prévu divisé par donc le nombre de périodes, ou bien la durée prévue moins la durée réduite. Et là, ça va vous donner le coût de réduction pour chaque période. Là, par exemple, pour la tâche A, on peut la réduire de combien? De 2 jours. Mais il faut pouvoir dire chacun de ces 2 jours combien cela va coûter. Et cela va coûter 160 moins 120 divisé par 5 moins 3. Simplement, et là, ça vous donne le coût de réduction donc par période qui vous donne donc ce tableau. Donc, vous avez là, c'est un algorithme que nous sommes en train donc d'exposer progressivement. Donc, dans un premier temps, vous avez par défaut en gestion de projet au moins ces 4 lignes. Tâches, relation de précédence pour dire bon, quels sont les préalables pour la réalisation d'une tâche donnée, quelle est la durée qui est prévue pour réaliser cette tâche, ou bien vous faites des estimations par la méthode donc de Moder et Rogers. Ensuite, vous serez en mesure de calculer le coût de la tâche en fonction des coûts fixes et des coûts variables, ce que nous avons aussi déjà vu. Et ensuite, il y a ce travail qui est à faire, c'est de négocier les durées de réduction avec l'équipe. En combien de jours on peut le réduire? L'équipe et peut-être ceux qui sont impliqués dans chacune de ces tâches, voir aussi
Là, c'est en termes de ressources, donc de temps, voilà, pour le temps. Ensuite, voir quel sera le coût de la réduction. Peut-être il faut du matériel en plus, peut-être il faut recruter en plus, il faut travailler un certain nombre d'heures en plus, etc. Et cela va vous permettre d'estimer le coût réduit. Et maintenant, bon, au fur et à mesure que l'on exécute le projet, vous pouvez faire des reparamétrages. Et une fois que vous avez donc ces deux colonnes, vous pourrez donc calculer le nombre de périodes de réduction et le coût de chaque période de réduction. Et ça va vous permettre de faire le crashing finalement. Donc finalement, la tâche A qui devait durer 5 jours peut être réduite de deux périodes. Mais chaque période de réduction va coûter donc 20 dollars ou 20 euros. Ce qui fait que donc ici, vous voyez, on avait 220, on était passé à combien? 160. Voilà. Donc, ça fait 40 euros ou 40 dollars en plus. 40 euros ou 40 dollars en plus sur deux périodes, c'est donc 20 dollars pour chaque période, 2 fois 20, etc. Et ici, vous voyez, bon, on peut constater ici que pour la tâche C, il a été décidé que la tâche C ne peut être réduite. La tâche C ne peut être réalisée qu'en 3 jours. Et voilà, vous voyez, donc pas de période de réduction, pas de coût unitaire, pas de durée, on ne peut pas le réduire. Et il arrive donc de ces tâches-là pour lesquelles la durée ne peut pas être compressée du tout. Voilà. Donc, pas de compression, c'est pas possible. Donc, première étape, si vous voulez faire du crashing, donc il y a le préalable que vous avez déjà fait. Vous avez donc à partir des tâches, relation de précédence, durée prévue et coût prévu, vous avez donc déduit les durées réduites, les coûts réduits, voilà, période et coût unitaire. Donc, voilà. Ensuite, il faut donc tracer donc le réseau PERT ici pour la planification. Donc ici, vous avez donc un réseau tâche sur arc, donc une planification sans aucune réduction. Si vous tracez le réseau donc pour euh, donc tâche sur arc pour ce tableau-là, vous allez obtenir donc un graphe où donc là A et B débutent dès le départ, donc pas de précédence. Donc la durée de A est de 5, durée de B 6, c'est ce que nous avons fait ici. Ensuite, A dure 5, donc date de terminaison au plus tôt de A c'est 5, ensuite 5 là, bon, quand on fait donc le chemin retour. Ensuite, B dure 6, donc B se termine au plus tôt à 6. D ne peut être réalisé que quand B est terminé, donc ici, et dure 5, donc D va se terminer donc à, voilà, maximum ici, 6 plus 5, ça fait 11, et là on prend les 8 plus 4 qui vous donne 12. C ne peut être réalisé que quand A est terminé. Voilà, donc ici vous avez 5, 5 plus 3 qui vous fait 8. Voilà. Ensuite, puisque E a deux prédécesseurs, on regarde ici 5 plus 3 et 6 ici. Donc, la date de terminaison au plus tôt pour la tâche C ici est donc de 8 et date de début au plus tôt de E 8. Ensuite, vous avez 8 plus 4 qui vous fait 12, etc. Donc, ces genres de graphes, nous les avons fréquemment tracés. Ensuite, il faut regarder quel est le chemin critique. Donc, c'est le chemin, voilà, dont la somme de la durée des tâches est donc égale à la durée du projet. Et donc, ici, on identifie donc le chemin critique qui est ACE. Et comme je vous l'ai dit, le crashing s'opère au niveau des tâches donc, qui sont sur le chemin critique qui peuvent être réduites. C'est pourquoi, après avoir tracé le réseau, on identifie d'abord donc le chemin critique pour voir quelles sont les tâches critiques. Donc, le chemin critique est donné par les tâches ACE, donc d'une durée totale de 12. Et là, vous pourrez commencer la première étape donc, de l'itération. Donc, la première itération du crashing. Et dans ce cas, pour faire le crashing, voilà comment est-ce qu'on opère. On va voir pour chaque itération, au niveau du chemin critique, on regarde quelle est la tâche qui va coûter le moins cher à être réduite. Voilà. Par exemple, ici, je peux réduire A. On regarde. Sur le chemin critique, on a la tâche A, on a la tâche C et la tâche E. Regardez, A peut être réduite de 2 jours. C ne peut pas être réduite. Vous voyez, 0 jours. Donc, on ne peut pas réduire C. Ensuite, E peut être réduit de 3 jours. Donc, les tâches que l'on peut réduire ici, ce sont les tâches que l'on peut réduire ici, ce sont les tâches A et E. Mais regardez, le coût de la réduction de A, c'est combien? 20 dollars. Et le coût de la réduction de E,
c'est $40 par période. Donc, ici, pour optimiser et gagner de l'argent, on a intérêt ici à réduire que A. Voilà. Donc, à chaque itération, c'est le même travail que nous allons faire. Sur chaque chemin critique, on va regarder quelle est la tâche qui va coûter le moins cher à être réduite, simplement. Voilà. Quelle est la tâche qui sera donc la moins chère à être réduite. Donc, parmi les tâches A, C, E, il n'y a que A et E qui peuvent être réduits. Donc, C ici ne peut être réduit. On regarde. On va maintenant choisir la tâche sur le chemin critique qui coûte le moins cher à être réduite. Et si vous regardez, le coût de réduction donc de A est de $20, le coût de réduction de E est de $40. Donc ici, nous allons réduire donc A d'une période. Ce qui va nous donner donc une possibilité après de réduction d'une période de A et une durée de 4. Donc, on va choisir A, donc 4. Donc, la durée de réduction de A est donc moins chère. Et si vous le faites, vous voyez au départ, la durée du projet était de 11 jours. Donc, si on réduit A d'une journée, c'est-à-dire que A devait être réalisé en 5 jours, maintenant, on va réaliser A, par exemple, en faisant une compression d'une période, A va être réalisé en 4 jours. Et donc, cela va diminuer la durée du projet qui, au lieu d'être réalisé en 12 jours, pourra se faire en 11 jours, mais néanmoins avec un coût en plus de $20. Donc, ici, regardez, finalement, A devait être réalisé en 5 jours, compression de délai. On compte réaliser maintenant A en 4 jours. Le reste, vous avez pareil, vous dessinez le réseau peu, donc A, durée 4, le reste, ça ne change pas. Les périodes aussi, vous changez en même temps la période ici de réduction de A. Cela veut dire que dans l'avenir ou bien dans la suite, on ne pourra faire une réduction de A que d'une seule période. Après, on ne pourra plus résoudre A. Et maintenant, vous avez une nouvelle planification avec une durée totale de réalisation du projet de 11 jours. Mais néanmoins, cela va vous coûter les $515. Regardez ici, si vous faites le calcul du coût prévu, c'était $515. Mais maintenant, si vous procédez à une compression pour réaliser le projet en 11 jours, vous devrez payer $20 de plus. Ou là, vous gagnez un jour sur A, mais le coût du projet pour que le projet soit réalisé en 11 jours sera de $535. Si ce n'est pas suffisant, on peut toujours continuer la réduction. Et là, on retrace le graphe. Si l'on veut continuer par une autre itération du crashing. Et là, quand on trace le graphe, c'est le même graphe que nous avons avec le tableau où maintenant la durée de A sera considérée à 4. Là, on se retrouve avec deux chemins critiques. Donc, vous avez A, voilà, qui est réduit à 4. Si vous faites tracer le graphe et vous faites les calculs, vous aurez donc 11 jours, mais vous vous retrouvez avec deux chemins critiques. Donc, vous aurez ACE, donc 4 plus 3 plus 4 qui va vous donner 11. Et ensuite, le chemin BD, 6 plus 5 qui vous donne 11. Et là, on se retrouve avec deux chemins critiques. Maintenant, quand vous avez deux chemins critiques, comment est-ce qu'on se débrouille? On va regarder on va réduire sur chaque chemin critique la tâche qui coûte le moins cher à être réduite, simplement. Donc, on réduit la durée de vie de l'activité qui coûte la moins chère à être réduite. Et là, il faut regarder sur ACE, quelles sont les tâches que l'on peut réduire? A peut être réduit d'un jour, donc A est réduit, on peut réduire A. C, on ne peut pas le réduire. E, on peut le réduire de 3, donc C est réductible. Mais on regarde après, quelle est la durée, quel est le coût de la réduction d'une période de A, c'est 20. Coût de la réduction de E d'une période, c'est 40. Donc ici, on a sur le chemin ACE, c'est A qui coûte le moins cher à être réduit. Et il faut aussi faire le même travail pour B et D, l'autre chemin critique. Ici, B, on peut le réduire, D, on peut le réduire. Mais le coût de réduction de B est de $10 et le coût de réduction de D est de $25. Donc, sur le chemin critique BD, c'est B qui coûte le moins cher à être réduit. Donc, ce qui veut dire que pour cette itération, nous allons réduire A et B uniquement. Donc, ce qui va permettre de réduire la durée de A pour 3 jours. Donc, dans ce cas, on a atteint donc
la réduction de A optimale, le nombre maximum de réduction de A, on ne pourra plus le réduire. Et B, au lieu de durer 6 jours, va maintenant durer 5 jours. Et nous aurons deux possibilités de période de réduction sur B. Donc, si on réduit A et B, donc le coût de A, le coût de A, le coût de réduction, euh, si on réduit A et B, le coût de réduction de A est de $20, le coût de réduction de B est de $10. Donc, nous pourrons donc gagner une journée de plus de réduction, voilà, mais avec un coût supplémentaire de $30. Donc, le coût de réduction de A plus le coût de réduction de B. Ce qui veut dire que le projet maintenant peut être réalisé en 10 jours, mais avec un surcoût supplémentaire de $30. Donc, au départ, le projet en temps normal devait se réaliser avec $535, mais maintenant $565. Et vous voyez pourquoi, quand dans les projets nationaux, on essaie de gagner du temps, les raisons pour lesquelles les projets coûtent plus cher que ce qui avait été prévu au préalable. Et malheureusement, bon, si ce n'est pas bien calculé, il cause donc les échecs de ces projets ou bien qu'ils ne soient pas réalisés comme il le faut. Donc, ensuite, on continue sur une troisième itération. Donc, on peut réduire jusqu'à ce que l'on ne puisse plus réduire le projet. Et là, donc, si vous regardez, la durée de A passe à 3, la durée de B maintenant passe à 5 au lieu de 6. Et maintenant, on réduit aussi, puisqu'on a réduit A, donc ici, on a plus de possibilités de réduire A. On avait 3 possibilités de réduire B, maintenant, on n'en a plus que 2. Et là, on continue. Si on trace à nouveau le graphe, vous refaites les calculs, voilà, des dates au plus tôt, dates au plus tard. Là, vous allez voir que vous avez donc deux chemins critiques encore, ACE et BD. Donc 10, 3 plus 3, ça fait 6 plus 4, 10, et 5 plus 5, ça fait 10. Donc là, il faut regarder à nouveau quelles sont les tâches qui coûtent les moins chères à réduire sur chaque chemin critique. Donc on regarde sur ACE. A, on ne peut pas le réduire. C, on ne peut pas réduire. Donc ici, on ne peut réduire que C. Donc, cela veut dire qu'ici, sur le chemin critique ACE, on ne peut réduire que E. Et le coût de E est de $40 ici. Ensuite, on regarde sur le chemin critique BD, quelle est la tâche qui coûte le moins cher à être réduite. Donc B, 10 et E et D, 25. Donc ici, cela veut dire que sur le chemin critique BD, on réduit donc la tâche sur le chemin critique BD, voilà, c'est B qui coûte le moins cher à être réduit. Donc, ici, dans le deuxième chemin critique, c'est B que l'on va réduire. Voilà. Donc, on regarde ici. Voilà. Donc, soit on réduit B et E, ou bien D et E. Voilà. B et E, voilà. Puisque là-bas, il n'y avait qu'une seule tâche, voilà, qui pouvait être réduite, donc A, C, E. Donc, on réduit soit E et B ou bien E et D. Mais si vous regardez suivant les coûts, vous allez voir que si vous réduisez B et E, ça va vous coûter $50. Et si vous réduisez D et E d'une journée, là, ça va vous coûter $65. Donc ici, vous avez intérêt à réduire B et E. Et là, on va réduire B d'une journée, E d'une journée. Donc, cela veut dire que la durée de B va passer à 4 et la durée de E à 3. Voilà. Et ce qui vous donne donc le nouveau tableau, voilà, qui permet donc de réaliser le projet maintenant en 9 jours au lieu donc des 12 jours de départ, mais avec un coût supplémentaire de $50. Et donc, finalement, donc, on peut maintenant réaliser le projet en 9 jours, mais cela va coûter donc $615 au lieu de $565 comme prévu au départ. Et là aussi, bon, si la période de réduction n'est pas satisfaite, on continue encore. S'il est possible de le réduire, on retrace le graphe, on regarde ici quels sont les chemins critiques. On se retrouve encore avec deux chemins critiques, A, C et E. Et là, on ne peut pas réduire ni A ni C, donc on ne peut réduire que E. Ensuite, sur l'autre chemin critique, on peut réduire B, on peut réduire E, on regarde quel est le coût de réduction de E, B et de donc E, D.
Donc, c'est BE encore qui coûte le moins cher à réduire. Donc, on va encore réduire B et réduire E. Ce qui va donc entraîner un surcoût supplémentaire encore de 50 $. C'est-à-dire que donc ici, au lieu de pouvoir le réaliser en 615, avec 615 $ en 9 jours, on peut le réaliser maintenant avec 665 $. Donc, pour réaliser le projet en 8 jours, ou 8 ans, ou 8 années. Mais ici, vous regardez, finalement, on ne peut plus réduire A. B a atteint donc son niveau maximum de réduction. C aussi. Il ne reste que D et E pour lesquels on peut maintenant compresser les délais. Et là, on va encore regarder le schéma critique. Voilà. Et on va voir qu'il y a deux schémas critiques. Vous avez A, C et E. A, C et E. On peut encore réduire E. Ensuite, on regarde sur l'autre schéma critique, on a B et D. B, on ne peut plus le réduire. Donc ici, on ne peut réduire que D et E. Sur le premier schéma critique, on ne peut réduire que E. Sur le deuxième schéma critique, on ne peut réduire que D. Et là, on les réduit. Voilà, le coût de réduction de D est de 25 $, de E de 40. Donc, ce qui vous met donc 65 $ de plus à dépenser pour réaliser le projet en 7 jours. Et là, vous allez voir que finalement, on n'a plus maintenant la possibilité de réduire B, ni E. Voilà. Et là, c'est là où on va devoir s'arrêter. Parce que le crashing, on l'exécute tant qu'il est possible de réduire la durée donc d'une des tâches du chemin critique. Mais à partir du moment où vous atteignez le point où aucune tâche du chemin critique ne puisse être réduite, là on arrête, on ne peut pas poursuivre le processus. Et là, donc, à partir de ce moment, si vous tracez le graphe, donc vous avez un graphe comme cela, et donc deux schémas critiques, ACE et BD, mais vous allez voir que si vous regardez que pour le premier schéma critique ACE, on ne peut réduire aucune tâche. Et là, on s'arrête, on ne peut pas. Dès que vous atteignez une étape ou bien une itération où l'ensemble des chemins qui sont sur des tâches qui sont sur le chemin critique sont à leur maximum de réduction, on arrête le processus. Cela veut dire que donc, ce projet-ci qui devait se réaliser en 12 jours, il est possible de le réaliser en 7 jours. Mais avec un surcoût supplémentaire, donc, qui va vous amener, au lieu de dépenser, donc, les 500 combien? Voilà, les 535 $ qui étaient prévus au départ va vous coûter 730 $ de plus. Et là, bon, dans les projets de grands projets, au lieu de 535 millions, ce serait 730 millions de plus, 730 millions ou milliers de francs de plus. Donc voilà pour le crashing. Donc, au départ, pour revenir sur l'algorithme que l'on applique pour faire le crashing, il y a 3 valeurs que vous devez avoir. Pour chaque tâche, il vous faut connaître la durée prévue de la tâche. Pour chaque tâche, il faut que vous puissiez spécifier une limite sur la réduction en nombre de périodes possibles. Et aussi, pour chaque tâche, il faut pouvoir identifier quel est le coût unitaire de réduction d'une période. Une fois que cela est fait, vous aurez donc ce tableau. Pour chaque tâche, quelle est la durée possible de réduction et quel est le coût total de la réduction si vous l'avez identifié. Ensuite, vous calculez le nombre de périodes et le coût unitaire d'une réduction. Ce qui va vous donner le tableau qui va vous servir à crasher ou bien à compresser les délais par un crashing. Voilà. Ensuite, donc, vous tracez donc le réseau avec la planification par défaut et vous allez commencer à faire autant d'itérations que possible. Et maintenant, bon, dans les grands projets où vous avez peut-être des centaines de tâches, naturellement, vous pouvez vous retrouver avec voilà, des dizaines ou des centaines d'itérations. Ça dépend de la réduction. Et la réduction aussi s'accompagne pendant la réduction aussi, voilà, donc il faut aussi jeter un coup d'œil au coût. Donc, à chaque itération, il faut déterminer le chemin critique et regarder quelle est la tâche qui coûte la moins chère à être réduite au niveau donc du chemin critique. S'il y a plusieurs chemins critiques, vous regardez sur chaque chemin critique, quelle est la tâche qui coûte la moins chère à être réduite. Et donc, ce sont ces tâches-là
qui seront réduites pour une période, pour cette itération. Et c'est ce que nous avons déroulé, jusqu'à ce que l'on rencontre donc le point d'arrêt de l'algorithme où là, on vous dit que vous faites le crashing, vous faites des itérations tant que vous ne tombez pas sur un chemin critique dont toutes les tâches ne peuvent être réduites. Mais donc, à partir du moment où vous avez une des chemins critiques, même si vous en avez des centaines, mais une des chemins critiques pour lequel l'ensemble des tâches ont atteint donc leur maximum de réduction, là on arrête. Donc là on a atteint donc le maximum de réduction possible sur le crashing. Et là, vous pourrez en sortir ce tableau et cette courbe, donc que l'on donne souvent aux décideurs. Souvent, bon, on vous demande de réduire les délais du projet. Vous faites vos calculs et vous le fournissez. Et ça va permettre, en fonction du budget disponible, de savoir que, par exemple, si on peut disposer de 65 $, pas plus, que donc ce projet, on peut le réduire à 10 jours, mais pas plus. Si vous le réduisez en 9 jours, cela va coûter plus. Par conséquent, vous n'avez pas suffisamment d'argent. Vous vous retrouverez avec des problèmes, avec les ressources qui sont peut-être fixes ou matérielles ou voilà, humaines. Donc attention, c'est à cela que sert cette courbe, que vous pouvez aussi tracer, donc le tableau, vous pouvez sortir la courbe, que vous pouvez aussi dessiner avec Excel. Et là, on a donc A peut-être réduite d'une journée avec un surplus de 20 $. Voilà. Et ce qui ramène donc à la première itération la durée du projet à 5 et un coût de 535 $. Et finalement, à la cinquième itération, on peut réduire D d'une période, E d'une période, avec un surplus à payer de 65 $. Et finalement, donc, au lieu que le projet dure 12 jours, on peut réduire le projet de 5 jours pour une durée de 7 jours de réalisation de 7 jours, mais au lieu de payer 515 $, on va devoir payer 730 $. Donc, ce qui vous donne ici un surplus de 215 $ à payer. Donc, ce qui va peut-être aussi servir de justificatif et peut-être scientifiquement pouvoir vous permettre de prouver pourquoi bon, on peut aller à un certain nombre de périodes de réduction ou pas. Donc, cette méthode finalement permet d'avoir un ensemble de scénarios selon des durées et des coûts. Et ensuite, la valeur ou le tableau, vous pouvez donc transmettre ces outils-là aux décideurs, à un conseil d'administration ou bien aux responsables du budget ou ceux qui demandent de réduire les délais afin qu'ils choisissent parmi ces scénarios. Donc ici, nous avons 5 scénarios de réduction, donc de 11, 10, 9, 8, 7, afin qu'ils puissent choisir en fonction du coût quels sont les coûts qu'ils peuvent supporter pour que le projet se réalise en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 jours, etc. Voilà. Donc, certaines options aussi seront automatiquement éliminées, c'est sûr. Par exemple, si l'entreprise ne dispose que d'un budget, par exemple, de 500 $ pour ce projet, c'est sûr que le projet ne pourra pas être réduit. Parce que, bon, de 515 $ exactement, par exemple, de l'évaluation, si c'est 500 $ juste, le projet ne sera jamais réalisé. Parce l'entreprise n'aura pas les moyens de réaliser ce projet. Par exemple, si l'on ne dispose que d'un budget de 600 $ à allouer à ce projet, à coup sûr, on ne pourra pas dépasser une période de réduction de 10 jours maximum. Voilà. Quand on dépassera 10 jours, il y aura 15 $ de plus donc, que l'on n'a pas pour ce projet. Donc, le nombre d'itérations aussi peut devenir très grand pour les grands projets. L'analyse des tâches va contribuer donc à réduire, donc selon les possibilités qui peuvent être multiples des chemins critiques. Et donc, cela peut être très laborieuse quand vous avez de grands projets. Voilà. Maintenant, après, il faut générer les différents points de la courbe à l'aide donc d'un modèle d'optimisation. Bon, par exemple, qui peut aussi permettre d'inférer sur d'autres possibilités. Donc, voici un premier exercice. Maintenant, je ne sais pas les exercices là. Donc, pour le premier exercice, donc, on vous dit soit le projet avec ici les tâches de A jusqu'à G. Donc, vous avez les relations de précédence. Ensuite, la durée d'exécution de chaque tâche. On a aussi identifié
les possibilités des périodes de réduction des tâches qui sont là, et avec F et G que l'on ne peut pas réduire. Et quel est le coût donc unitaire donc de réduction pour les tâches pour chacune de ces tâches. Donc les calculs de réduction de période et de prix ont été déjà effectués. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des sujets sur lesquels on ne vous fournit pas les deux colonnes directement, mais on vous fournit donc un tableau avec des calculs à faire sur les durées prévues, coûts réduits, etc. Mais ici, nous avons directement identifié le nombre de périodes de réduction et le prix de la réduction de chaque période. Donc, on vous demande au préalable de dessiner le réseau tâche sur arc, ensuite de trouver le chemin critique et d'effectuer 3 itérations avec la méthode donc du crashing. Ensuite, vous avez l'autre exercice où l'on vous demande de tracer le réseau tâche sur arc, de calculer le chemin critique, ensuite de procéder à des périodes d'itération jusqu'à ce donc que vous atteignez un point où les tâches où un des chemins critiques ou les tâches qui sont sur le chemin critique, toutes ces tâches-là, on ne puisse plus les réduire. Bon, dans tous les cas ici, peut-être on ne peut réduire que d'une seule période. Regardez, bon, voilà, bon, vous allez voir, à moins que le chemin critique ne change, parce que les périodes de réduction sont d'une période pour toutes les tâches. Ensuite, troisième exercice, même chose. On vous demande aussi, n'oubliez pas, de donner le tableau coût réduction. Le tableau coût réduction, c'est ce tableau-là. Vous pouvez aussi aller sur Excel et tracer le graphe. Dans ce cas, bon, si vous n'ajoutez pas les unités là, vous sélectionnez, je pense que vous avez l'habitude ou bien vous avez déjà utilisé Excel, vous sélectionnez uniquement les colonnes que vous voulez représenter ici. En l'occurrence, ce que l'on veut observer, c'est l'évolution des coûts en fonction des durées. Donc, ce sont les deux dernières colonnes qui nous intéressent ici. Ensuite, un quatrième exercice aussi, où l'on vous demande aussi de faire la même chose. Bon, je vais continuer par la dernière partie et ensuite donc je vous laisserai quelques minutes pour réfléchir sur les exercices et ensuite nous pourrons reprendre et continuer. Voilà. Maintenant, la dernière partie, c'est le fast tracking. Donc, que l'on appelle aussi fast track, où bon, il y a beaucoup de légendes qui sont derrière, mais en réalité, bon, nos politiques choisissent bien ces termes parce que ce sont des politiques qui sont porteurs. Et puisque le grand public ne connaît pas, ce qui les intéresse, c'est de dire tout le temps fast track, fast track, fast track. Voilà. Ou bien accélérer la cadence. Même accélérer la cadence, c'est la même chose. Hein. C'est du fast tracking, c'est du crashing, c'est juste de la réduction des délais. On accélère la cadence. C'était lent, on accélère pour obtenir les résultats plus tôt. Bon, mais nos politiques là, bon, ils ont besoin de ces mots-là. Vous voyez, peut-être si on avait dit crashing, bon, ça pouvait se retourner contre le gouvernement de crashing, peut-être. Ils vont l'interpréter autrement pour faire du crash ou autre. Mais quand vous dites fast track, là, c'est bien porteur. Ou bien yoonu yokkute, ou bien, je ne sais pas comment il l'appelle encore, avec Mimi Touré, accélérer la cadence. Mais ça revient au même. Accélérer la cadence et fast tracking, qu'est-ce qu'il est différent? Pas grand-chose. Hein. On revient donc à la même philosophie. Donc le fast tracking consiste donc à exécuter plus rapidement un projet, mais par des chevauchements, simplement. Voilà. C'est comme vous avez vu même à la télé ou dans certaines interventions, c'est ce qui disait que bon, c'est comme quand on est dans l'autoroute. Quand vous êtes sur la nationale, en gestion de projet normal, chaque voiture est derrière une autre voiture. Voilà. Et là, vous avez des relations de précédence. Et là, vous ne pourrez pas dépasser l'autre, même si l'autre voiture, elle est lente. Bon, peut-être si vous avez, pour ceux qui ont leur permis, on va imaginer qu'on a une ligne continue et là, on n'a pas le droit de doubler. Maintenant, quand vous êtes en fast tracking, c'est comme si on est sur l'autoroute. Voilà. Là, il y a certaines tâches, normalement pour lesquelles il y avait une relation de précédence, mais on va voir que peut-être on devait réaliser cette tâche en 5 jours et attendre la fin pour commencer la réalisation d'une autre tâche B. Mais se rendre compte que bon, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin des 5 jours. Par exemple, si B ne peut débuter qu'après A, que par exemple, normalement on doit attendre la fin effective de A pour débuter B.
Mais il existe des tâches pour lesquelles, bon, on peut entamer A, et à un moment donné, par exemple, A dure 5 jours. Et on devait attendre 5 jours pour débuter B. Mais se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire d'attendre effectivement la fin de A, qu'après que A ait commencé un jour après, on peut débuter B. Et vous voyez, là-bas, on gagne quelques jours dans la réalisation de B. Donc, au lieu d'avoir la relation de précédence, donc absolue, il faut attendre que B soit terminé avant de réaliser A. Là, on va bien analyser les tâches pour dire que, bon, en réalité, on peut, par exemple, au lieu d'attendre que le codage soit complètement terminé 6 mois après pour faire les tests, on peut, puisque le premier module sera terminé la première semaine, donc cela veut dire que les tests peuvent commencer dès la première semaine. Et là, par exemple, au fur et à mesure que les modules sont terminés, on exécute les tests, ce qui veut dire qu'on gagne plus de temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, c'est une technique de compression de l'échéancier qui prévoit que des activités ou bien des phases qui normalement devraient être exécutées en séquence pourront finalement être exécutées en parallèle. Et donc, tout au moins, bon, ce n'est pas complètement en parallèle, mais dans une certaine période en parallèle. Et là, on peut citer la construction des fondations d'un bâtiment qui peut se faire en même temps que les plans de l'architecte. Au lieu d'attendre que l'architecte ait terminé les plans de l'immeuble entièrement, on peut commencer, par exemple, au moment où il a terminé de concevoir les plans de la fondation, commencer à faire les fondations, etc. Maintenant, attention toutefois, l'exécution accélérée par chevauchement en faisant du fast tracking peut entraîner une reprise du travail et un accroissement des risques. Voilà. Donc attention, parce que là, vous entamez des tâches sans qu'une tâche nécessaire ne soit complètement terminée. Et quand la tâche là n'est pas, on se rend compte que finalement cette tâche n'est pas bien réalisée, vous risquez aussi de reprendre. Et ensuite, aussi, cette tâche d'exécution accélérée, cette technique accélérée ne donne des résultats que si les activités peuvent se chevaucher afin de raccourcir la durée du projet. Si le chevauchement ne raccourcit pas, ce n'est pas la peine. Et là aussi, il faut voir que quand vous mettez des tâches en parallèle, cela vous amène à disposer d'un budget plus conséquent à la même période. Voilà. Par exemple, on devait réaliser ce projet-ci, ici à Thiès, pendant un mois. Ensuite, 3 mois après, réaliser un autre projet à Bambay. On décide de faire les projets en même temps. Ah, cela veut dire qu'il faut disposer, euh, il faut forcément disposer des budgets dans la même période où ces tâches-là sont réalisées en même temps. Et malheureusement, bon, à la lecture de certains experts, c'est ce qui est arrivé à certains projets que nous connaissons actuellement, où finalement on a essayé de réaliser les projets en même temps, sans pour autant disposer de ces budgets qu'il fallait avoir en même temps. Ou bien, bon, l'argent, on l'a utilisé autre part. Finalement, aucun projet n'avance. Voilà. C'est comme le symbole que certains donnaient, que bon, vous avez donc plusieurs voitures qui sont sur l'autoroute, bon, qui vont au point de péage. Si vous y allez en séquence, il faut payer à chaque arrivée pour chaque voiture. Peut-être, en temps, vous pouvez avoir de l'argent quelque part. Mais le problème, si les voitures, ils vont ensemble en parallèle, c'est qu'à un moment donné, les voitures vont arriver en même temps au point de péage. Au lieu de payer 1000 francs, vous allez vous retrouver à payer 1000 ici, quelque chose, 2000, en fonction donc des voitures. Et est-ce que vous disposez euh, sur la même période de l'ensemble de voilà, du budget, des coûts pour chacune de ces tâches? Et c'est le danger du fast tracking. Donc, avant de le faire aussi, regardez, est-ce que cela contribue à réduire la durée et cela va sûrement accroître les coûts dans une période donnée. Pas les coûts, parce que les coûts restent valables, les coûts des projets. Mais sur une période donnée, les tâches qui sont en parallèle vont donc, pour ces tâches-là, vous devrez disposer des mêmes, vous devrez aussi donc disposer des budgets de l'ensemble de ces tâches. Et l'autre aspect aussi à voir, c'est est-ce que pour la réalisation de ces tâches en même temps, est-ce que vous n'allez pas mobiliser en même temps des ressources humaines qui devront travailler sur chacune de ces tâches? Ça aussi, c'est un autre problème. Voilà. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver avec un débordement
pour certaines ressources humaines, un découragement ou autre chose qui font que vos projets ne vont plus avancer. Donc, la notion de fast tracking ou de fast track réfère donc à des façons de commencer des tâches avant que leur prédécesseur ne soit totalement complété. Donc, c'est une méthode qui est souvent appliquée aux projets de construction, bon, pas que. Donc, ensuite, les risques de retard augmentent aussi forcément et cela demande une coordination plus stricte. Sinon, en termes de budget, en termes de ressources humaines, en termes matériels, où tout doit être disponible en même temps, cela peut poser problème. Donc, nous allons considérer ici les relations de précédence. Donc, avant la relation de précédence absolue, il faut que B soit terminé avant que A ne commence. Et il existe ici quatre relations, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et cela demande de modifier donc aussi la méthode du chemin critique pour tenir compte des différentes relations. Donc, vous n'allez plus calculer les durées de euh, plutôt les dates de fin au plus tôt et au plus tard de la même manière. Il faut aussi tenir compte donc des réalisateurs de l'exécution en parallèle. Donc, il y a une première forme de relation dans le fast track ou le fast tracking où l'on va dire que, bon, B, voilà, où on peut réaliser B. B doit débuter, donc avant A. Voilà. Mais pouvoir dire que B ne peut commencer qu'après T unité, après la fin de A. Voilà. C'est sûr que B doit démarrer après A. Mais combien de temps après A? 0 jour, 1 jour, 5 jours, etc. Par exemple, pour peindre un mur, les employés sont libérés une fois le mur peint. Mais par exemple, il faut attendre que les peintures sèchent. Et donc dire que la peinture peut sécher au bout de, je ne sais pas, 5 jours ou autre. Par exemple, quand on effectue la dalle, dans les maisons là, comme vous voyez, on effectue la dalle. Ensuite, normalement, il faut décoffrer et peut-être commencer à mettre lundi. On va dire qu'on va attendre un mois après. Voilà. Donc là, c'est une première forme de relation que l'on utilise dans le fast tracking, voilà, pour mettre un délai entre la réalisation de deux tâches. Et ça, normalement, nous ne le faisions pas d'habitude, donc quand on traçait les réseaux. Deuxième forme de relation, quand il faut, donc ici aussi, bon, peut-être aussi, il n'y a pas encore de parallélisme pour le préciser. Donc, deuxième forme de relation qui va permettre de réaliser en parallèle une ou plusieurs tâches. Voilà, par exemple, normalement B devait commencer après A, mais on peut dire que B doit bien commencer après A, mais après combien de temps après A? C'est-à-dire, on va dire que A va débuter à t égale à 0. Normalement, on devait débuter B à partir de t égale à 5 où A est terminé. Mais bon, après avoir étudié la nature de la tâche A et les ressources dont B a besoin, un jour, par exemple, après le début de A, on peut débuter B. Et là, vous avez donc une relation de ce genre. Vous avez donc une relation donc, qui permet de spécifier combien d'unités de temps après le début de A, la tâche B peut commencer à être exécutée. Troisième forme de relation, et là aussi, on regarde suivant la fin, où là vous avez du parallélisme, mais on va dire que par exemple, la tâche B ne peut finir qu'après T unités de temps après la fin de A. Bien sûr, B doit se terminer, doit débuter, euh, doit débuter après A et doit se terminer après A, mais pouvoir dire combien de temps après la fin de A, B peut être terminé. Ce sont des contraintes sur la terminaison des tâches. Et là, bon, vous pouvez aussi combiner contraintes de début en parallèle et contraintes de fin. Voilà. Donc ça aussi, c'est une possibilité pour dire que la tâche B ne peut être finie que T unités après la fin de A. Et enfin, quatrième type de relation, où l'on va dire que, bon, la tâche B ne peut finir qu'après T unités de temps après le début de A. Et tout cela, c'est utilisé donc pour faire du fast tracking. Et sur donc certaines problématiques, vous vous retrouvez avec donc des tâches en parallèle. Voilà, où là, on va dire que donc B ne peut être terminé que T unités après le début de A. Sinon, donc, on ne peut pas terminer B. Donc, voilà pour cette partie sur donc les méthodologies qui sont utilisées
dans la littérature, bon, si cela vous intéresse de voir les publications, vous pouvez rechercher crashing fast tracking. Il y a des articles pour ceux qui s'intéressent à la recherche et d'autres calculs ou bien des approches qui sont proposées. Et donc, cela contribue à la réduction d'un plan, comme nous l'avons vu, avec plusieurs options, donc telles que le fast tracking et le crashing. Mais vous avez aussi d'autres possibilités. Donc, le crashing, où il faut identifier les hypothèses, trois hypothèses de départ. Voilà, quelle est la durée de réduction, la durée prévue, et quelle est la limite, quel est le nombre de périodes de réduction, voilà, quel est le coût prévu et quel est donc le coût de la réduction sur chaque période. Ensuite, cela va vous permettre de déterminer la durée de réduction et le coût de réduction et d'effectuer donc des itérations. Voilà. Autre alternative que vous pouvez faire, c'est de faire du fast tracking en mettant des contraintes sur les dates de début et de fin. Voilà. Normalement, on avait des relations de précédence absolues, mais vous pouvez donc rajouter des contraintes sur le début et donc la fin donc, de ces tâches-là. Bon, je vous avais déjà envoyé le support, vous l'avez déjà reçu. Donc, je vous laisse peut-être une trentaine de minutes pour que vous essayiez donc de faire les exercices. Comme ça, dans la dernière 30 minutes, nous allons donc les corriger. Bon, puisque je vous connais bien, surtout les GL, c'est combien d'existent? J'espère qu'il n'y a pas d'existes qui se ressemblent. 11, 8, 15, 10, 12, 11, 8, 15, 10, 12. Bon, donc c'est 4 exercices. Je pense qu'il y a 2 exercices qui me semblent se ressemblent. J'ai l'impression... Ah, les 2 exercices là ne se ressemblent pas. Exercice 4 et exercice 3. J'ai l'impression que ce sont les mêmes exercices. Donc c'est 3 exercices. Oui, c'est 3 exercices seulement. Donc les exercices 3 et 4, ce sont les mêmes. Oui. Les exercices 3 et 4 se ressemblent. Donc nous avons 3 exos ici. Donc il faut constituer 3 groupes. Bon, des groupes de 10, c'est trop même. Donc vous essayez de constituer 3 groupes. Et donc, comme cela, nous allons... Voilà. Hein, oui. Vous constituez les 3 groupes. Vous essayez de faire les exercices. Comme cela, on se retrouve à 17h30 pour les corriger. Comme ça, vous aurez le temps de les faire. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Comme ça, je vais en profiter pour aller prier. Peut-être vous aussi. Donc, 17h30. Essayez de les faire. Sinon, bon, on va perdre 30 minutes pour rien du tout.